La prochaine conférence sera assurée par le Dr Sabil, qui s'intitule Intelligence artificielle en médecine du sommeil, conséquences sur le parcours du soin. À vous la parole. Merci. Bonjour tout le monde, je ne vois pas bien avec la lumière. Ben, merci pour l'invitation. Si Mohamed n'est pas là. Mais bon, je vais vous parler, je ne vois pas les diapos. Je vais un peu continuer sur la présentation de Maxime Patou, en vous parlant un peu plus loin sur ces nouvelles technologies, l'intelligence artificielle et quel impact elle va avoir sur le parcours de soins, l'ensemble du parcours du soin. Voilà mes conflits d'intérêts. Commençons d'abord par regarder ensemble l'ampleur du problème. La première chose, et vous connaissez déjà toutes ces études de Adam Benjafield, si on croit à ces données qui sont basées sur un modèle mathématique, c'est qu'aujourd'hui, le nombre de personnes affectées par un SaaS est énorme. Cette étude qui est basée sur un modèle mathématique, c'est une estimation de la prévalence de SaaS à 1 milliard de personnes qui auraient un IH de 5, supérieur à 5, et 430 millions de personnes avec un IH supérieur ou égal à 15. Il faut que je vous rappelle, IH supérieur ou égal à 15, il faut estimer que la moitié sont symptomatiques. Peut-être qu'il y a 200 millions de personnes à traiter aujourd'hui. J'ai les données ici pour le Maroc. Je vous rappelle que le papier a été publié en 2019 sur l'Inset, et ça estime qu'au Maroc aujourd'hui, si on enregistre tous les Marocains, on a à peu près 3,5 millions de personnes avec un IH supérieur à 15. Donc peut-être aujourd'hui, on a 1,7, 1,8 million de personnes à traiter pour un SAS. Et vous savez très bien qu'on n'a même pas 10 000 personnes traitées aujourd'hui. Pour l'Afrique, c'est encore plus large. On est à 150 000, plus que 150 millions avec un IH supérieur à 5 et 66 millions avec un IH supérieur à 15. Il n'y a même pas 1% des personnes concernées qui sont même diagnostiquées. Il y a des études qui montrent aujourd'hui qu'on estime le nombre de personnes non diagnostiquées. Ça ne marche pas, ça marche pas, c'est pas grave. Entre 85 et 95%, ça dépend des pays, les gens ne sont même pas diagnostiqués. L'autre problème, c'est quand on diagnostique les gens, on le met sur une PPC, et ben, après 3 ans, la moitié vont arrêter complètement le traitement. Ça veut dire qu'on a peut-être un problème, pas seulement d'adhésion au traitement, mais peut-être un problème dans le diagnostic de ces patients qu'on met sous traitement. Et enfin, il y a une augmentation de cas traités énorme depuis 2015. On est passé de 463 millions de personnes sous PPC en France remboursées à 2 227 000 personnes remboursées fin 2024. Alors il y a un énorme besoin de traitement de personnes. Les conséquences, vous le connaissez très bien, les conséquences cardiovasculaires, des conséquences sur le système métabolique, des conséquences comportementales et surtout, il y a des conséquences de non-traitement économique. Cette étude aux États-Unis qui a montré une vingtaine d'années que si on traitait tout le monde, tous les patients qui avaient un SARS, c'est basé sur l'ancienne prévalence. Tous les patients qui ont un SARS, si on les traitait tous, ça coûtait 50 milliards de dollars, mais si on ne les traite pas, ça coûterait 150 milliards de dollars, 3 fois plus. Le parcours actuel, on a le patient qui a un ressenti de ces symptômes, ils vont aller consulter chez le médecin qui va faire l'examen clinique, des enregistrements du sommeil, ils vont scorer manuellement, c'est ça la recommandation aujourd'hui, et ils vont faire le choix de traitement et il va y avoir un suivi qui n'est pas continu, ça dépend, un suivi avec des consultations à 3 mois, à 6 mois, ça dépend.
Le problème avec ça, c'est que le délai avec ce système actuel, avec le parcours de soins actuel, les délais sont longs. On regarde que l'IH et on sait très bien que l'IH n'est pas suffisant pour prédire les comorbidités et la réponse au traitement. On fait un diagnostic basé sur une seule nuit dans des conditions qui sont en général différentes des conditions normales du sommeil des patients avec matériel. Maxime vous a montré tout à l'heure quelques enregistrements matériels sur le thorax, encombré, et ainsi de suite, un canule nasal dans le nez. Euh, pour les solutions, c'est vrai qu'il y a une alternative à la PPC, mais 98% peut-être des patients sont traités par la PPC. Et pas seulement ça, c'est une solution pour tout le monde. On n'a pas beaucoup d'aide, on n'en utilise pas assez les ontophénotypages pour prendre des décisions thérapeutiques aujourd'hui. Il y a aussi une faible utilisation des biomarqueurs pour faire des prédictions des outcomes sur les prédictions du risque cardiovasculaire et même sur les prédictions de l'effet bénéfique du traitement. Et on a, comme je disais tout à l'heure, un suivi qui est très fragmenté, on n'a pas de monitoring continu, et ce qui nous donne un taux d'abandon d'abandon très très élevé du traitement, surtout par la PPC. Quand je parle du traitement, c'est la PPC, mais ça implique aussi d'autres traitements à côté. Alors, pour passer, et ça c'est important, j'ai fait une présentation sur l'intelligence artificielle en diagnostic l'année dernière, et je vous ai montré ce statement de l'ASM. C'est très important de garder ça en tête, et surtout cette phrase qui dit bien « The goal of artificial intelligence integration should be to augment, not to replace expert evaluation of sleep data ». Gardons bien cette phrase en tête et on va revenir vers ça plus tard. Alors, on est en train, qu'on le veut ou pas, qu'on est pour la technologie, pour l'intelligence artificielle ou pas, on est en train d'évoluer vers un parcours de soins qui est plus digital, qui est plus basé sur des solutions, des algorithmes d'intelligence artificielle. Et une chose par rapport à ce que Maxime vous a présenté tout à l'heure, c'est avant de faire le diagnostic, toutes ces nouvelles technologies vont peut-être être utilisées pour faire du dépistage en amont de l'enregistrement avec la polygraphie ou la polysomnographie. En ce qui concerne les enregistrements classiques, là, Maxime vous a parlé de Sunrise, il y a aussi le Watchpad, il y a d'autres systèmes qui proposent des enregistrements avec une PSG incomplète. Okay? Et ça se met de plus en plus en place. Après, il y a de plus en plus, on va prendre en compte, il y a des études qui montrent l'intérêt de prendre en compte l'endophénotypage pour une précision thérapeutique, de prendre en compte tous les marqueurs aujourd'hui. Maxime vous a parlé de PWAD, le delta heart rate et la charge hypoxique, il y en a d'autres pour faire des prédictions de risque cardiovasculaire. On va un peu au-delà de l'IH, même des prédictions sur l'effet bénéfique du traitement. On va proposer un télésuivi, un télémonitoring continu du patient pour voir s'il y a quelque chose qui ne va pas, des fuites, des problèmes comme ça, qu'on va les gérer mais d'une façon complètement automatique. Et surtout, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui de façon continue, c'est l'évolution de la maladie. Il y a des patients qu'on perd de vue facilement, mais on va pouvoir, et ces outils qu'on vous a présentés tout à l'heure, vont peut-être nous aider à faire ce suivi continu. Le dépistage, il va nous permettre, avec l'intelligence artificielle, il va nous permettre de simplifier l'accès, parce que vous savez très bien, quand on habite au nord de l'Écosse, au sud de Maroc, on n'a pas accès à la médecine du sommeil, on n'a pas accès au labo pour faire des enregistrements et des choses comme ça, et ça va aussi nous permettre d'identifier des patients même avant la consultation.
Je présente cette étude, c'est vraiment intéressant. C'est une plateforme qui propose des questionnaires en ligne. Ici, c'est le questionnaire de Berlin digitalisé. Les gens vont aller sur la plateforme, ils vont répondre au questionnaire. Mais ce qu'on a vu, et ça c'est vraiment intéressant ici, euh, c'est que quand on a regardé les personnes qui vont sur le questionnaire et on voit que le pourcentage, la répartition n'est pas la même. C'est pas ça ce que vous voyez quand vous recevez vos patients. On a presque deux fois plus de femmes que d'hommes. C'est complètement l'inverse. Et pas seulement ça, on voit aussi euh, que les personnes qui consultent ces questionnaires en ligne, ils sont plus jeunes, ok, moyenne d'âge de 44 ans. C'est pas ça ce que vous voyez en consultation clinique. Et c'est des personnes qui ont un IMC, qui ne sont pas obèses. C'est plus bas que l'IMC moyen des patients avec un SAS qu'on voit en clinique. Et quand se base que les résultats de ces questionnaires, on trouve toujours qu'il y a ici 60% des femmes ont été dépistées avec un haut risque d'inceste. Et ça va complètement contre les données de pratique clinique. En revanche, et c'est là où on voit l'intérêt de ce type de questionnaire en ligne, il y a tout un parcours chez ces patients. Ils vont être contactés, on va les mettre en contact avec un médecin qui va faire une téléconsultation, on va les enregistrer. Et quand on arrive à la visite chez le médecin et l'enregistrement, ça, on retrouve la pratique clinique. Eh ben, ça change. On a presque deux fois plus d'hommes qui vont en consultation et qui vont être enregistrés. Okay. D'où l'intérêt de voir comment on peut apporter, parce que ça c'est une plateforme hybride. Quand c'est du digital, on voit plus de femmes. Dès qu'on arrive à la partie humaine où il y a le contact, eh ben les femmes ne vont pas consulter et ne font pas d'enregistrement de sommeil. L'autre chose, et je ne vais pas parler plus de ces objets connectés, c'est juste de savoir est-ce que c'est des amis ou des ennemis. Euh, le problème, c'est que vous allez avoir des gens qui vont arriver en consultation avec leurs résultats. Ils ont déjà fait le diagnostic qui ne correspond pas du tout à l'examen clinique et ce n'est pas facile parfois à gérer ces patients. En ce qui concerne toutes ces nouvelles technologies dont Maxime vous a parlé, faites vraiment attention à la validation clinique parce qu'aujourd'hui, on n'a aucun consensus sur comment on doit évaluer ces technologies. Les résultats, c'est juste des IH. On ne fait pas de comparaison événement par événement. On ne fait pas de comparaison pour le sommeil époque par époque. Alors, il faut vraiment regarder bien les résultats, même quand ils sont publiés dans des grandes publications. L'analyse automatique va aussi, l'intelligence artificielle va aussi permettre aux médecins dans sa pratique quotidienne de gagner beaucoup de temps. Ici, je vous ai mis les différentes solutions qui sont déjà disponibles pour vous permettre d'envoyer, analyser des questionnaires avant même la consultation et prévoir le bilan biologique ou autre questionnaire ou quoi que ce soit avant la consultation. Vérifier en amont si c'est OK de faire une téléconsultation par rapport à ces réponses à ces questionnaires ou pas. Si le patient s'est bien adressé au bon praticien, parfois on se retrouve avec des patients qui devraient être allés ailleurs. Et le degré d'urgence, on a parlé hier de la femme enceinte, elle a 9 mois, il faut faire vite, hein, parce que s'il y a une attente de 6 mois, et là, ces algorithmes, ils permettent de faire toutes ces analyses basées sur des questionnaires et permettent aux médecins d'aller un peu plus vite. Il y a aussi la dictée vocale intelligente pour rédaction du courrier, aussi toute la partie médicale, l'assistance médicale, intelligence artificielle avec le secrétariat et ainsi de suite.
l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle peut aller un peu plus loin et même aider avec la décision thérapeutique. J'ai besoin d'un peu d'eau. Mais il y a aussi un gain, il y a un gain important de temps par rapport à tous ces systèmes d'analyse automatique. Faites attention avec ces systèmes d'analyse automatique, même quand ça propose l'intelligence artificielle, tout ça, il faut que ça soit certifié. Et aujourd'hui, il y a 3 systèmes certifiés par l'ASM. Et ces 3 systèmes qui sont certifiés par l'ASM, ils sont certifiés que pour le sommeil. L'intelligence artificielle marche très bien pour lire ou scorer le sommeil. Sur la respiration, c'est encore un peu compliqué parce que c'est toujours basé sur la qualité du signal. Pour le patient, je vais reprendre ce que Maxime a présenté tout à l'heure sur ce système de mesure de mouvement mandibulaire, qui d'ailleurs propose à la fois de détecter les événements respiratoires et même les stades de sommeil. Je voulais vous parler vite fait un peu de résultats de cette étude qui a montré qu'il y a une accélération pour le diagnostic. On passe chez les patients chez lesquels on a fait un diagnostic avec ce système de Sunrise par rapport à une PSG. Le diagnostic a été fait en 15 jours par rapport au PSG qui prenait plus que 3 mois et demi. Mais il y a aussi une accélération sur la mise en place de traitement. On est les patients, et c'est normal, si on les a diagnostiqués vite fait, on va les prendre en charge vite fait, c'est 50 jours par rapport à la PSG où c'est 4 mois avant qu'ils soient mis sous traitement. Il y a un impact, comme Maxime l'a expliqué tout à l'heure, d'amélioration plus précoce des symptômes, mais c'est normal, ils ont été pris en charge beaucoup plus rapidement. En revanche, par rapport à l'amélioration à la somnolence, ça a donné une augmentation, une diminution du score d'Epworth de 1,5. Hein. Après, on peut négocier est-ce que c'est cliniquement significatif ou pas. En tout cas, tous ces systèmes qu'on voit aujourd'hui sur le marché, ils ont un problème, c'est qu'on ne sait pas comment ça marche. On ne sait pas quelle est la définition utilisée. D'abord, ce n'est pas des définitions qu'on trouve dans les recommandations de pratique clinique pour détecter les événements ou scorer les stades de sommeil. Avec l'intelligence artificielle, la technologie, tout ça, on vous sort un IH et des stades de sommeil. C'est un peu dommage. On a besoin aujourd'hui d'aller un peu plus loin, surtout que l'IH, on est en train de le mettre en question déjà. Parce qu'il faut se rappeler que le SAS est une maladie hétérogène et peut-être que l'intelligence artificielle va être la clé pour décomposer cette maladie. Quand on fait des analyses et on voit un patient qui a une collapsibilité des voies aériennes supérieures qui est élevée, ou un seuil d'éveil très bas, ou un loop gain très élevé, ou une réponse musculaire très basse, on n'a aucun système aujourd'hui pour dire qu'est-ce qu'on fait avec. Il y a des études qui ont montré, on mesure comme ça, mais on a besoin des systèmes et peut-être l'intelligence artificielle va nous permettre de trouver des solutions. Par ailleurs, il y a une publication de l'équipe de Danny Eckert en Australie qui ont utilisé le machine learning non supervisé avec une arbre décisionnelle sur les données de la PSG. Et ils ont proposé une preuve de concept d'un système d'aide à la décision clinique pour décider qu'est-ce qu'on utilise comme traitement. Il y a quelques exemples ici. Vous voyez, quand on a un patient qui a un loop gain très bas, vaut mieux lui mettre une orthèse d'avancement mandibulaire. Un patient qui a un seuil d'éveil élevé et un loop gain très bas, peut-être que c'est un patient qui est plus, qui peut répondre mieux aux stimulations de l'hypoglosse.
Et c'est des choses que l'intelligence artificielle va nous permettre aujourd'hui, avec des données de la PSG, à faire des analyses et nous proposer des solutions thérapeutiques. L'intelligence artificielle va aussi nous permettre d'améliorer la précision diagnostique et la stratification des risques. Ici, juste un petit résumé, l'IH, comme on sait aujourd'hui, les patients avec un IH élevé ont un risque plus élevé cardiovasculaire, mais on sait qu'ils vont avoir un effet bénéfique, un meilleur effet bénéfique du traitement par PPC. Les patients avec une charge hypoxique élevée, un seuil d'éveil élevé, un delta heart rate élevé ou un PWAD bas, c'est des patients qui ont un risque plus élevé cardiovasculaire et on sait qu'ils vont mieux bénéficier du traitement par PPC. Et ça, c'est des choses aujourd'hui, on n'a pas des systèmes et peut-être que l'intelligence artificielle va nous apporter toutes ces solutions. La même chose avec les clusters cliniques. On sait que les patients qui ont une somnolence diurne excessive ont un risque cardiovasculaire et d'AVC plus élevé. Les sommeils perturbés ont une augmentation, un risque plus élevé d'insuffisance cardiaque. Et les patients qu'on appelle minimalement symptomatiques, ils ont leur risque intermédiaire. Mais aujourd'hui, on n'a aucun système complet qui nous permet, et la seule façon d'avoir, c'est intégrer l'intelligence artificielle pour permettre de faire toutes ces prédictions du risque cardiovasculaire et de l'effet bénéfique du traitement. 2 minutes, M. Sabil. 2 minutes? Ah non, j'ai un peu plus. J'ai commencé à 40. Non, j'ai un peu plus. Après, l'intelligence artificielle peut être vraiment intéressante dans la prédiction de l'adhésion au traitement par PPC. On a fait une étude sur l'accord des Pays de la Loire en 2020-2021, et on a utilisé un algorithme qui va analyser ce qu'on appelle le habit of use, la façon à laquelle le patient utilise la machine, et on a montré que ce type d'algorithme, il permet de faire des prédictions à 14 jours. Vous pouvez faire des prédictions d'adhésion au traitement à 3 mois. Okay. Et par rapport à tous les facteurs, parce que l'adhésion au traitement multifactoriel, par rapport à tous les facteurs bien établis et qui ont un impact sur l'adhésion, eh ben, ces algorithmes de prédiction, ils marchent très très bien aujourd'hui. Mais malheureusement, c'était un système qui a été développé par Philips, et malheureusement, le système n'est pas beaucoup utilisé aujourd'hui. Parce que ce qui va nous permettre, en fait, des algorithmes de prédiction d'adhésion au traitement, va permettre surtout aux prestataires qui gèrent ces patients sous PPC de réorienter leurs ressources vers les non-adhérents. Le patient qui va être adhérent, on le laisse tranquille, et les patients qui vont être non-adhérents, on va les détecter dès le début, et on va essayer de les aider pour améliorer l'adhésion au traitement. L'intelligence artificielle peut être aussi utilisée pour faire des détections d'événements cardiaques, respiration de chain-stop chez certains patients, avec des alertes, avec l'utilisation de l'intelligence artificielle et des interventions précoces. Il y a l'étude qui s'appelle Alerte apnée. Je ne sais pas si Maxime est impliqué dans ça, Arnaud Prigent. On a montré quand on détecte les événements, les respirations de chain-stop sur les données de machine, et on intervient, et bien c'est les patients chez lesquels on détecte la respiration de chain-stop, c'est des patients qui ont un risque plus élevé d'événements cardiovasculaires, et il y a un papier qui a été soumis il y a juste 2-3 mois pour ça. Il y a l'optimisation des masques et de l'appareillage. Aujourd'hui, il y a des algorithmes qui détectent les changements, qui sont basés sur l'intelligence artificielle, qui vont détecter les changements de masque, les alertes sur l'IH résiduel. Cette étude d'équipe de Jean-Louis Pépin à Grenoble, qui ont montré avec l'intelligence artificielle, on peut détecter et envoyer des alertes tout de suite quand il y a des changements de comportement ou d'utilisation de la machine. L'analyse des PROM aussi, c'est très important. La collecte et l'analyse automatique des données rapportées par les patients. Il y a maintenant, on a développé des chatbots où on a l'intelligence artificielle
qui va récupérer les données de la machine, qui va contacter le patient directement, ou même converser avec le patient, poser des questions, récolter des données. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est de mettre les données de la machine avec les données de patient pour agir. Aujourd'hui, on agit surtout sur les données remontées par la machine, malheureusement, mais on n'est pas encore à cette étape. Mais l'intelligence artificielle arrive avec beaucoup de solutions automatiques qui analysent la donnée et contactent directement les patients. L'évolution de la pathologie aussi est très importante. On met un patient avec un sas obstructif sous PPC et on les laisse. Et 3 mois, 6 mois, 2 ans plus tard, ils commencent à avoir un sas central émergent. Et là, aujourd'hui, c'est très très important de faire attention, d'avoir des machines qui détectent tous les événements centraux, y compris les hypopnées centrales, qui le reportent, et avoir des systèmes d'alerte pour dire attention, ce patient, il est à risque. Et il y a déjà des systèmes deep learning, réseaux neuronaux, qui vont faire des prédictions de la détection de et même des prédictions de somnolence diurne et de la mortalité à partir de données de PJ enregistrées. Il y a la détection, tous les risques neurodégénératifs aussi. Il y a des systèmes aujourd'hui qui utilisent le deep learning pour à la fois faire des prédictions sur l'incidence de la démence et même sur le syndrome parkinsonien. Les limites de l'intelligence artificielle et de toutes ces nouvelles technologies, la première des choses, c'est cette histoire de black box. On ne sait pas comment ça marche et on ne sait pas si les définitions utilisées sont conformes par rapport aux recommandations pratiques cliniques. On généralise, il y a des performances variables selon les populations. Quand on regarde les papiers, c'est études sur des populations très très spécifiques. Et pour les généraliser, on est encore loin de voir des études avec des algorithmes développés pour toute la population. En général, on développe un algorithme pour faire l'analyse automatique, je veux dire n'importe quoi, avec des données qui viennent de la Pitié à Paris. On teste cet algorithme à Paris, les gens à Paris vont être contents parce qu'il va scorer comme eux à la Pitié. Je l'amène à Angers, ils vont dire non, ça ne marche pas. Parce que la façon à laquelle le score, même nous, d'un jour à l'autre, on va changer, d'un labo à l'autre, on va changer, et la population n'est pas la même, et ça, c'est un vrai problème. La fracture numérique, tout le monde n'a pas accès à ces solutions. Il y a la partie éthique et la protection des données, c'est très très important aujourd'hui. On n'a pas, il y a encore le réglementaire à mettre en place et ainsi de suite. Il y a la responsabilité clinique et ça c'est très important. Qu'est-ce qu'on fait? Si on a un algorithme basé sur l'intelligence artificielle qui détecte les événements, qui les reporte, qui est responsable? Le médecin, le prestataire, le fabricant de l'algorithme. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas encore. D'où l'intérêt aujourd'hui de garder ça en tête. En fin de compte, c'est le médecin qui doit valider ce que l'intelligence artificielle lui remonte. Ça reste la validation clinique d'un médecin est très importante, peu importe la solution qu'on utilise. Pour conclure, j'ai presque fini. On a besoin, peut-être l'intelligence artificielle va rajouter cette notion de screening avant que le médecin les patients vont voir le médecin. On va avoir de plus en plus la nouvelle technologie qui va permettre de faire des enregistrements à domicile, des chatbots qui vont contacter le patient déjà pour les aider à installer le matériel d'enregistrement, pour les aider quand ils seront en traitement, pour les aider à être observants en traitement. Il y a toute cette histoire sur la décision thérapeutique, qu'est-ce qu'on utilise chez qui et comment. Et le monitoring est très important pour qu'on puisse aider les patients à la fois à être plus adhérents au traitement et surtout faire un suivi de l'évolution de la maladie. Pour le take-home message ici, c'est le parcours de soins va commencer par
les questionnaires en ligne d'abord, parce que c'est avec les questionnaires en ligne capter, qu'on va capter ces patients. Et après, on a l'intelligence artificielle avec le machine learning et tout ça vont identifier les différents phénotypes de patients. Dans le diagnostic, on va de plus en plus utiliser de l'analyse automatique par les réseaux neuronaux et tout ça qui deviendra avec le temps de plus en plus fiable, mais il faut seulement utiliser de l'analyse automatique, c'est les certifié par une société savante. La décision thérapeutique, on ne va plus continuer à traiter les patients de la même façon. Aujourd'hui, on a un problème. On a peut-être 95-96% de patients sous PPC. Vous savez que les algorithmes de PPC sont différents. Okay? Il y a des algorithmes qui marchent mieux chez un patient, chez l'autre. Parfois, il ne faut pas abandonner parce que le patient ne supporte pas la pression. Parfois, on change la machine et ça marche très bien. Et là, aujourd'hui, on ne sait même pas par rapport à ces algorithmes qui existent depuis 40 ans aujourd'hui, on ne sait même pas quel algorithme il faut utiliser chez quel patient. Il y a des algorithmes qui montent très très haut pression, très vite, qui descendent, et tout ça fait un impact sur le traitement, mais on ne connaît pas. Et ça, c'est très important. Peut-être que l'intelligence artificielle va nous permettre à prendre des décisions. Là, le monitoring continu, la télésuivi continu est très important, mais il ne suffit pas de récupérer les données, il faut aussi échanger. Il faut aujourd'hui, la télésuivi, ça va dans un sens. Il faut que ça va dans les deux sens. Et surtout, la stratification des risques est très très importante, de savoir dès le début quel patient il est à risque d'évoluer vers quelque chose de comorbidité pire. Je vous rappelle encore une fois que l'intelligence artificielle devrait être là pour augmenter le travail et la pertinence du travail du médecin, mais pas le remplacer. Et ça, c'est important de garder ça en tête. Et avant de finir, je vous ai déjà montré ça l'année dernière. C'est très important de comprendre qu'est-ce que ça coûte, cette intelligence artificielle. Okay? Pour faire un training d'un modèle d'intelligence artificielle, on consomme presque 5 fois plus qu'une voiture américaine consomme pendant toute sa durée de vie, okay? Y compris la fabrication de la voiture. Il y a un article qui a été publié l'année dernière. Alors, quand on parle de l'empreinte carbone, on parle bien sûr de l'énergie et on parle bien sûr de pétrole. Vu la situation politique, je ne vais pas vous faire l'image aujourd'hui. L'intelligence artificielle et le développement de l'intelligence artificielle, il y a un article très intéressant qui a été publié la semaine dernière qui dit qu'on va voir un ralentissement énorme à cause de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et dans les pays du Golfe. Alors, l'intelligence artificielle, elle arrive à un coût et on n'est pas aujourd'hui conscient de coût quand on va sur ChatGPT et on fait des demandes. On n'est pas conscient de ce que ça coûte du point de vue énergie. Merci pour votre attention. Merci, Dr Sabil. Vous avez été très convaincant. L'habitude, on prend une question, parce que nous sommes en retard. M. Fleury? Je vais juste être un tout petit peu provocateur. Les deux topos, vous nous avez expliqué que l'intelligence artificielle, ça allait amener à une simplification du diagnostic à domicile, de moins en moins de capteurs. Et puis à la fin, tu nous dis que ce qui est important quand même, c'est de phénotyper les malades, parce que c'est grâce au phénotype qu'on va pouvoir avoir une thérapeutique adaptée. Mais l'intelligence artificielle, pour faire le phénotypage, elle est basée sur la polysomnographie. Alors c'est un peu contradictoire. Absolument. Je comprends très bien ta question. Le problème avec la simplification, c'est qui est derrière, qui est le clinicien derrière. Un bon médecin du sommeil, il sait quand est-ce qu'il faut passer aux choses plus complexes. Okay? Et c'est ça où il y a la différence. C'est seulement l'expert, à mon avis, hein, c'est seulement l'expert qui peut utiliser des solutions simples parce qu'il sait
quand est-ce qu'il faut passer aux solutions traditionnelles plus complexes, aller chercher plus d'informations. Le risque de simplifier les choses, c'est que pour beaucoup d'autres personnes, ils n'ont pas cette expérience pour comprendre et aller plus loin, et tu as absolument raison. Parce qu'aujourd'hui, tout est basé sur les données de la PSG, et peut-être qu'on aura d'autres capteurs et d'autres signaux qui vont nous permettre de faire la stratification, ainsi de suite. Mais regardez ce que Maxime a présenté tout à l'heure. Il y a presque une absence d'oxymètre dans les enregistrements du sommeil. Pour moi, c'est une catastrophe. On ne peut pas faire un diagnostic de SAS sans oxymétrie. Mais c'est une question très, très importante à... Merci, Honorable. monsieur Sabine. Merci. Autre question? Ok. Oui, une dernière? Sylvie, yes. Merci beaucoup, Monsieur Kabir. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Micro. C'est bon? Alors, nul ne peut contester justement l'impact positif de l'intelligence artificielle pour améliorer le soin, depuis le screening jusqu'à la prise en charge. Maintenant, le corollaire à cet impact positif, c'est la genèse d'un comportement peut-être d'anxiété, surtout chez les patients qui sont hyper connectés. Alors, est-ce que vous êtes d'accord déjà par rapport à ce point? Et comment peut-on ajuster ce paramètre confondant? Merci. C'est toujours la question de ce qu'on fait avec le patient qui a déjà fait le diagnostic chez lui. C'est un challenge parce que si ça ne correspond pas, même quand il arrive avec un sunrise, je ne sais pas quoi, avec un IA, je les a mesurés par son téléphone, quand ça ne correspond pas à l'examen clinique, qu'est-ce qu'on fait? Et la question qu'on peut se poser, est-ce que même le dépistage sert à quelque chose aujourd'hui ou pas? Parce qu'à la fin, ça reste, c'est les symptômes. On traite des symptômes, on ne traite pas un IH, on ne traite pas des valeurs. Et ça, ça fait partie des questions qu'on n'arrive pas encore à bien résoudre. Sylvie. Merci, Saville, pour cet exposé. Et particulièrement pour, à la fin, vous avez insisté sur quoi? Le problème de l'intelligence artificielle, c'est cette empreinte carbone qui risque de poser des problèmes après. Je reviens au typage. Je pense que si on dans le phénotype passé, parce que avec les rendez-vous, ça c'est impossible. Mais si on arriverait à intégrer les différents signes, il y aurait de genre, fort de capter au niveau du centre trachial. Si on arrivait après à un phénotypage qui intégrait ces signaux qui sont restés, qui pourraient probablement à un moment remplacer l'index d'apnée hypopnée en les intégrant à la clinique, je pense que ce phénotypage-là serait plus abordable que le problème de la polysomnographie elle-même. Il faut juste, on a aujourd'hui sur tous les marqueurs qu'on connaît, la charge hypoxique, le delta heart rate, le PWAD, la variabilité de la fréquence cardiaque, tous ces marqueurs-là, on est capable de les sortir juste directement. On l'a refait dans des études qu'on a publiées sur l'accord des Pays de la Loire, juste à partir d'une simple oxymétrie. Et d'où l'intérêt de voir que l'oxymétrie, on ne peut pas l'écarter dans ce travail-là. Et c'est vrai, pour le phénotypage, ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas juste les signaux et les marqueurs, c'est aussi tout l'examen clinique ou tous les questionnaires qui sont aussi, il faut intégrer le tout pour en sortir un phénotypage bien faible. Merci, Dr. Sabine. On applaudit les orateurs, et on cède la place aux modérateurs de la 9e session. Merci.